Comme j'ai dit, je ne suis pas compétent pour donner une réponse objective à cette question de la naissance de la vocation. Mais je me rappelle la première fois que qu'on m'a commencé à parler du zionisme, que ma première question c'était alors qu'est-ce qu'on va faire avec les Arabes? Et ensuite, j'ai trouvé que personne n'avait vraiment, dans les 30, n'est-ce pas, à ce moment-là, personne n'avait une bonne réponse à cette question. Et toutes les réponses à la question, c'était vraiment l'impérialisme britannique du début du siècle. Parce que ce livre de Herzl, qui a fondé plus ou moins le sionisme, il était viennois et il a décidé que les Anglais savaient très bien ce que faire avec les sauvages en général. Les Arabes sont des sauvages et donc, alors, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je tente d'expliquer les idées qui étaient dans la tête de Herzl, n'est-ce pas? Comme je dis, le sionisme est fondé entièrement sur ce livre de Herzl. Et ce livre de Herzl est fondé entièrement sur l'impérialisme britannique du 19e siècle. Parce que le livre de Herzl était écrit précisément avant la fin du 19e siècle. Donc, quand la reine Victoria était toujours là, n'est-ce pas? Ah. Donc c'est une lecture qui vous a marqué oui, oui, par rapport à l'anthropologie. Oui. Et donc Herzl avait la même idée que la reine Victoria à propos de ce qu'on devrait faire avec les Arabes. Ça va? Et, ça, c'était mon premier moment où j'avais vraiment, non pas exactement un conflit, mais certainement une malentente avec mon environnement immédiat, et que c'était la première expérience de la mission de l'anthropologue, n'est-ce pas? Non, on ne peut pas vraiment faire avec les Arabes ce que Herzl a proposé. Tout ça ne pourrait jamais fonctionner. Mais ça, c'était dans les années 30, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas encore compris ça. Maintenant, je ne sais pas. Mais donc, quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, au début, je n'ai pas rencontré les Maoris parce que les migrants, ils étaient au milieu de la guerre. Et je suis allé dans l'armée des Indes néerlandaises. Vous aviez quel âge, Eric? Qui avait un établissement en Australie. Vous aviez quel âge à cette époque? Né en 23. Alors, j'étais donc 19 ans ou quelque chose comme ça. Donc, à ce moment-là, j'ai rencontré les Indonésiens. Et j'avais décidé aussitôt que ces gens étaient beaucoup plus éduqués et plus raisonnables, etc., que les Néerlandais autour, n'est-ce pas? Et tout ça. Ça, c'est donc la deuxième expérience. Cette fois aussi, mais cette fois avec une autre civilisation ancienne, comme les Arabes, n'est-ce pas, sont en même temps aussi, n'est-ce pas? Mais, de toute façon, ce n'est pas ça. C'était la poésie javanaise, parce que
l'un des gens qui était là dans l'armée de l'Inde néerlandaise, c'était un poète javanais. Moi, j'ai tenté de traduire les poésies javanaises classiques, n'est-ce pas, en anglais. C'est très, très difficile, surtout pour lui. Donc, ça c'est donc l'éveil était très graduel avec toutes sortes de rencontres. Et la série de rencontres, ça c'est la meilleure façon de regarder le développement de l'anthropologue. Ça fonctionne beaucoup mieux que l'enseignement sous-gradué. Alors, le troisième, c'était évidemment les Maoris de la Nouvelle-Zélande, parce qu'après terminer ma maîtrise en latin, etc., j'étais pas très intéressé à tout ça. C'était assez mort parce qu'il y avait plus de Romains autour et j'aimerais parler à quelqu'un, etc. Donc, je pensais que, bon, vu que je suis en Nouvelle-Zélande et vu que les personnes en Nouvelle-Zélande qui ont une mythologie plus ou moins respectable, ce sont les Maoris, alors c'est mieux de m'occuper des Maoris. Et donc, j'ai fait quelque chose qui semblait absolument absurde à mes amis néo-zélandais, n'est-ce pas? J'ai postulé pour un poste au ministère des Affaires maoris. Ça, c'était l'un des mystères les plus mauvais de la Nouvelle-Zélande. Tout le monde savait que c'était corrompu, incompétent, etc., etc. Mais alors, c'était la façon de traiter les Maoris. Alors, c'était avoir un appartement où personne avait. Quelques bons juristes, mais en général, c'était vraiment le vide total. Et là, j'ai établi cette revue Taoho, dont j'ai des exemplaires, je vous montrer, où je voulais encourager les Maoris de faire un peu d'écriture et de dessin et d'autres choses. Et rétablir un peu la tradition mythologique, n'est-ce pas? Et ça a été assez bien accueilli par les Maoris eux-mêmes. Ils ont trouvé beaucoup d'aide, de sympathie, etc., par les Maoris autour de cette revue-là. Et alors à ce moment-là, personne n'a rien publié. C'était vraiment une façon de laisser mourir la culture aussi vite que possible. C'était pas moi, mais c'est eux qui ont commencé un mouvement assez fort pour rétablir la situation. Et à ce moment-là, moi, j'avais quand même une revue comme ça à offrir pour communiquer. Et ça a vendu à 5000 exemplaires pour une population qui était à ce moment-là, était 100 000 ou quelque chose comme ça. Et donc, ça, c'est notre expérience anthropologique, n'est-ce pas? Le trou d'apprendre la culture maori à partir de ce mouvement pas indépendantiste, mais souverainisme sûrement. Ce livre-là, Adam Smith, c'était très bien parce que c'est vraiment une perspective maori sur l'histoire des Maoris et une perspective qui est tout à fait différente de la perspective des
l'histoire générale. Et pour elle et pour les Maoris en général, l'événement clé clé, l'événement clé de leur histoire après la conquête. La conquête n'a pas de résistance. Mais c'est pas de résistance, mais un traité de Waitangi. Le traité de Waitangi, c'est un traité colonial fait par les Britanniques. Alors, si tu regardes le texte anglais du traité de Waitangi, tu trouves que c'est exactement la même que les traités avec les Indiens et les traités, des centaines de traités de l'impérialisme anglais. Mais la différence, c'était que les Maoris, même s'ils étaient des sauvages, etc., n'avaient pas perdu du temps pour apprendre à lire et à écrire. Donc, ils voulaient que ce traité de Waitangi soit traduit en langue maori. Ensuite, ils pourraient le comprendre. Et ensuite, il y a des missionnaires qui se sont occupés de ça, de faire une traduction, mais évidemment, de mots État et souveraineté et reine et toutes sortes d'autres choses. Alors, tout ce qu'on trouve, n'est-ce pas, dans la science politique anglaise, toute cette terminologie-là était étrangère dans une civilisation qui n'avait pas de système d'État, n'est-ce pas? Donc, il y a toutes sortes de mots que les missionnaires trouvaient très difficiles à traduire parce qu'il n'y avait pas d'équivalent maori. Et là, les missionnaires, qui étaient des gens très honnêtes, sont allés parler au chef maori qui était leur ami pour demander leur aide, de trouver quel équivalent de possession, par exemple, le mot possession. Comment va-t-on traduire possession, le mot anglais avec toutes ces implications juridiques, okay? Le mot possession en maori. Et ensuite, ils ont su, vu que ce n'était pas très simple, parce que quelque part la reine était là-dedans, parce que la terre n'est pas vraiment la possession de quoi tu es citoyen. Le citoyen a simplement un certain droit sur la terre, mais la possession, dans le sens anglais du mot, c'est la possession. C'est la reine qui a possédé cette terre. Et alors, donc, avec les chefs maoris, d'abord, ils pouvaient lire et aussi ils pouvaient penser, n'est-ce pas? Et ils ont beaucoup aidé à développer cette traduction de ce traité. Et personne ne savait à ce moment-là ce que disait la traduction du traité. Tout ce qu'on savait, c'est qu'elle décrit ça très très bien. Tout ce monde-là a signé la traduction maori, et aucun maori, très peu de maori, moins de 10%, ont signé le texte en anglais. Donc le seul texte qui avait comme l'assentiment des maori, c'était le texte maori. Et alors, aussi, selon les avocats, les juridiques anglais, le texte maori n'avait aucune autorité. C'était impossible de citer. Ce n'était pas un document. C'est le seul document qui est reconnu. C'était le texte original. En anglais. En anglais, c'est ça.
Et donc, quand moi j'étais au ministère, c'était toujours comme ça. Le texte était signé en 1840 et en 1950, le seul document valable, c'était le texte en anglais. Et les Maoris voulaient tout simplement que le texte maori et le texte anglais devraient avoir une valeur égale. Ça a duré jusqu'à 1975, jusqu'au moment où on a passé le gouvernement travailliste en néo-zélandais qui a vraiment passé une loi pour dire que les deux versions étaient toutes les deux étaient également valables. Et ça a fait une différence énorme. Et ce livre-là décrit très bien quelle était la très grande différence faite par cette loi-là. Parce que la police et l'armée, etc., a continué à déposséder les Maoris du peu de terre qu'il y a n'a pas confisqué. Mais cette fois, il y avait un tribunal établi sous cette loi-là, où le tribunal de Waitangi qui devrait décider si l'action de la police pour déposséder les Maoris cette fois était vraiment légale. Il y a une photo ici pour montrer que ce moment fatidique. C'est une très... Je vois... Cette photo existe. Non, mais c'est pas là, la photo est toujours là. Oh. Un double, deux pages. Comment je peux tout... Ah non, c'était... Cette photo, l'instant, cette photo ne devrait vraiment pas disparaître. C'est une photo qui est une illustration qu'on peut absolument copier. C'est très important. Photo double. Deux pages. Peut-être c'est d'ici. Ah! Voilà. La police, tu vois. Ah, c'est la police qui encercle. Hein? La police qui encercle. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, là, ils ont occupé cet endroit-là, qui était, selon les Maoris, c'était leur, n'est-ce pas? Et ensuite, cette commission cette tribunal de Waitangi a décidé que non, l'État n'avait pas le droit de faire ça. Selon le traité de Waitangi, écrit par les Maoris, tu vois, le Tinorangati Atanga, était vraiment avec ces Maoris et on ne pouvait pas les toucher. Et alors, on a rendu ça. C'est toujours Maori maintenant. Et ça c'est donc vraiment une photo intéressante parce que ça, c'était l'idée avant 1975, n'est-ce pas? C'était comme ça.
Et après 1975, ça n'a plus été possible parce qu'il y avait un tribunal de Waitangi qui pourrait dire non, vous n'avez pas le pouvoir de faire ça. Selon ce traité, selon les mots mis dans le traité par les chefs Maori, sans que personne n'ait vraiment compris ce qu'ils faisaient. Une ruse de l'histoire. Oui. Et donc, c'était... ce livre est très très bien parce que elle organise tout le livre autour de cet événement. Et il me semble juste, c'est exactement ce qu'on aurait dû faire il y a très longtemps. Et aussi, ce qui est remarquable, c'est que elle a écrit ça en Nouvelle-Zélande, c'est une Maori qui a écrit la thèse. Et la thèse est acceptée après ça comme catalogue pour le catalogue du musée en Nouvelle-Zélande, à Wellington. Et ensuite, quand on avait cette exposition à Paris, Musée du Quai Branly. Oui. Alors, on a traduit ce livre en français. C'était comme ça que c'était à cause de ça que c'est disponible. Et c'est le seul livre de cette valeur qui a jamais été traduit en français. Donc c'était très important d'avoir accès à ce livre parce que pour les étudiants, c'est la seule façon de comprendre vraiment ce mouvement, c'est ce livre-là.